Alors, sans plus attendre, je vais accueillir la table ronde numéro 3, où on va parler d'impact, même si on a commencé déjà à en parler, et on a appelé ça peut-être même de la résonance. Profitez-en pour vous dégourdir un petit peu les jambes, les bras, pendant que j'appelle effectivement, presque dans l'ordre, Brian Green, Atem Bourial présent, Doji Onu qui nous vient du coup d'Abidjan, Antoine Plane, Saran Kaba, Théo Lachman, Dorothée Mounianeza et Karen Bouvet. J'espère qu'ils sont tous là. Mais oui, ils ont été bien attentifs. Alors, installez-vous comme vous voulez, comme à la maison. Cette table ronde, parce qu'effectivement, on l'a un peu gardée pour la fin, parce qu'effectivement, on parle souvent d'impact, notamment, on le disait tout à l'heure, en Europe, ce mot a pris une ampleur assez intéressante. Et là, l'idée, c'est de parler de l'impact territorial. Donc, c'est pour ça qu'on a de nouveau des témoins, que l'on a la chance aussi d'avoir des récits et des expériences qui viennent encore une fois nous chahuter, nous aider à bifurquer. On a parlé de défricher, alors c'était intéressant ce mot aussi ce matin. Voilà, Brian, yeah. Alors, Brian parle anglais, donc s'il y a des gens qui ont besoin d'aller chercher des casques, allez-y, si c'est OK. Brian, you can take your helmets. Thank you. Donc du coup, ce que je disais tout simplement, c'est que là, on va essayer de s'intéresser, comme on a essayé de le faire, mais vous voyez bien que le temps est toujours très limité, à ce sujet de l'impact. Donc un peu de la même manière, je vais donner justement la parole à nos trois intervenants qui vont nous raconter un petit peu comment eux, ils vivent cette notion-là, ou est-ce qu'ils ne l'appellent pas impact, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, comment dans leur propre territoire, ils ont réussi effectivement à enclencher des choses qui peuvent aujourd'hui mesurer ou pas. Et pour ça, je vais du coup donner la parole. Tout d'abord, alors j'attends, parce que je voulais donner la parole à Brian. J'attends qu'il soit connecté. On essaye. Bon, désolé pour ces petits problèmes techniques. Alors, Brian, you can speak English, and it's okay. And I will try to ask you questions. Maybe in English and in French for people here, but I'm not fluent, but I love speak English. Je ne parle pas anglais couramment, mais j'adore parler anglais. Donc, so let's do that. Donc on va faire ça. Je vais parler en anglais. Je pense que ça va être plus simple pour des raisons techniques. Dommage. Okay. So Brian, I explained that you were a journalist and a documentary. Fait des documentaires. You can say that explorator of. Explorateur. Oui. Sorry, it was. I was a cameraman for many years. I was a conflict cameraman working in war zones and South African townships. Up until I think my last job was in Sarajevo in 1995 because I'd had a kid 2 years earlier, and I moved on to purely documentaries and worked for the BBC and going around the planet and going to North Korea. BBC, partout dans le monde, en Corée du Nord. J'ai vraiment fait des voyages extraordinaires et ma caméra était une compagnon extraordinaire qui m'emmenait dans des endroits magnifiques et dans nombre de pays, des membres du panel. Et j'ai été ravi de visiter leur pays. C'est la raison pour laquelle c'est important de savoir cela parce que vos projets. Donc, c'est important de savoir. Non. Parce que ton projet est très connecté aujourd'hui à tous ces projets de voyage. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la genèse donc, de ton projet? All right, so Très bien. Je ne peux pas vraiment parler de la genèse de Victoria Yards sans parler de mon premier développement de propriété. En fait, c'était, j'avais une salle de montage, j'avais une boîte de location de matériel. Il y avait
un endroit magnifique, qui avait des ponts métalliques, finalement, dans l'installation, finalement, dans les lieux. Il y avait des ponts qui reliaient les différents bâtiments. J'adore ça. Je réfléchis pendant plusieurs années à savoir comment on pourrait transformer ça en quelque chose d'utile, et il y a eu une opportunité. J'ai fait un prêt parce que je n'avais pas d'argent de reprendre ces bâtiments, de les développer, et on les a transformés en des boutiques de vente au détail, un espace de 8000 mètres carrés. Il y a 4000 mètres carrés qui sont des zones qu'on peut louer, par exemple, qui sont ouvertes à la location. Et mon voisin de cette propriété s'est présenté, il a dit qu'il adorait ce que j'avais fait, et lorsque il est venu, j'ai visité une autre propriété à Johannesburg, dans un quartier très pauvre. Il y avait un bâtiment très intéressant dans cette zone. Donc, je suis allé jeter un coup d'œil. C'est ce que m'a dit mon voisin qui avait ce bâtiment. Alors, je connaissais ce quartier, mais c'était vraiment un très mauvais état, rempli de... il y avait des chiens, par exemple, des magasins qui vendaient des animaux maltraités, etc. Il y avait beaucoup de gens il y avait beaucoup de travail dans cette zone-là, mais de travail au mois, par exemple, c'était très instable. Et en fait, j'ai regardé ce bâtiment, puis j'ai vu la beauté à travers cette galère. Et dès que j'ai passé la porte, deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est que cette zone, ce quartier était très pauvre, et que la sécurité alimentaire était très importante. Et j'ai pensé que je pourrais enlever toutes les routes, par exemple, et planter des végétaux et des légumes, mais réparer le sol, parce que le sol avait été détruit. Et la deuxième chose à laquelle j'ai réfléchi, j'ai pensé, c'est que dans les systèmes scolaires d'Afrique du Sud, ils sortent les compétences. Il n'y avait plus de couture, plus de travaux de métallurgie, plus aucun métier qui était enseigné dans les écoles. J'ai voulu créer, installer des artisans pour montrer aux habitants du quartier et pour le Grand Johannesburg, de montrer un endroit qu'il ne fallait pas nécessairement aller à l'université pour faire quelque chose qui vous passionnerait, qui devrait être une passion. Et vous savez même pas que vous seriez passionné parce que vous avez jamais été exposé. Bon, j'ai dit, d'accord, bon voilà, c'est ça. Et non, je choisis des artisans, on a sélectionné des artisans autant qu'on a pu. Et le troisième point, c'était qu'un quartier tellement pauvre que la dimension était énorme. C'était 30 000 mètres carrés, pas aussi grand que la friche, mais c'était même une bonne dimension. Et j'ai pensé qu'il n'y avait en aucune manière on pouvait s'impliquer dans ce projet sans impliquer la communauté d'une manière ou d'une autre. Et donc, en 2016, nous avons lancé le projet et nous avons acheté cette propriété, d'autres propriétés. Donc, on a regroupé 3 partenaires dans ce projet. On a acheté le bâtiment et on avait suffisamment de fonds pour le développer, pour le développement du projet. Donc, j'ai convaincu mes partenaires que j'allais diriger, je serais le principal développeur et le propriétaire était d'accord avec moi. Celui qui était propriétaire avant. Je les ai convaincus après quelques whisky de diluer l'acte de propriété afin que tout le monde soit d'accord. Nous avons formé ce partenariat et je dois mentionner qu'il n'y avait que 2 partenariats au départ, 2 partenaires au départ. Et au cours des 7 mois suivants, notre voisin de Victoria, qui s'appelle Nando's, notre voisin, je sais qu'on est en France, c'est un excellent... un genre de self-service, enfin fast-food de poulet. Et il y avait 2 familles dans le projet, des familles qui étaient philanthropes, très riches, passionnées d'Afrique du Sud. Et ces familles ont insisté pour nous rejoindre, mais je n'ai pas entendu d'où ils étaient. J'ai cru que c'était une opportunité géniale pour bénéficier du soutien de familles puissantes avec un bon état d'esprit. Donc, nous avons lancé cela en octobre 2016.
thèse. La construction, ça a été simple. On a développé les studios. On a commencé à réparer les sols. On a utilisé différentes méthodes. On a fait on a cultivé les vers, par exemple, des ombiliques, par exemple, pour enrichir les sols. Donc, avant de commencer, avant vraiment de réparer ces sols qui étaient vraiment en mauvais état. Bon, très bien, mais le dernier point, c'est comment est-ce que je pouvais intégrer tout cela dans la communauté, parce que je n'avais pas de formation sociale, je n'étais pas à l'université, je ne savais pas comment commencer, par où commencer. Un jour, un ange est arrivé, Simon Mason, qui est arrivé à Victoria Yards, et en fait, il était à l'université locale de Johannesburg. Il était inscrit dans un doctorat dans le changement urbain social. En fait, ce qui veut dire, comme vous le faites au niveau de votre thèse, c'est qu'on se positionne dans un quartier, on regarde tous les problèmes, c'est ça que consistait la thèse. On regarde tout ce qui est possible, les prêts, toutes les subventions qu'on peut avoir, les bénévolats, etc., etc. Elle a dit qu'il avait besoin de 100 mètres carrés et on lui a donné 100 mètres carrés. Et Nando's lui a fourni des ordinateurs. Et l'entreprise MediaCloud leur a donné une bande passante, en fait, une connexion. Et en fait, ils ont commencé à gagner en rythme et finalement, ils ont commencé à interagir très bien avec les communautés. Et puis, je dois vous raconter un peu cette petite histoire, parce que c'est très différent par rapport à l'histoire des autres, parce qu'on ne compte pas sur des prêts ou des subventions. Mais, alors, ce qui est peut-être le plus important, c'est que c'est locataire. Si le quartier adoptait Victoria Yards, et nous, on avait besoin de la communauté et qu'on compte les uns sur les autres, ils allaient prendre soin de nous, on allait prendre soin d'eux. Et donc, on était sur une trajectoire vers la rentabilité. À mi-chemin, on n'a pas gagné d'argent encore, mais c'est en raison du COVID, finalement, qui nous a ralenti. Mais on s'en sort, on ne perd pas d'argent, et puis on investit de l'argent qu'on tire des revenus locatifs, finalement, et qui nous permettent d'opérer. Donc, ce qui m'a paru assez extraordinaire, d'être un businessman, un développeur immobilier, de me trouver dans une situation où on pouvait justement permettre aux locataires de contribuer, d'apporter. Alors, comment on attire les locataires? On voulait attirer des artistes. Quels sont les prérequis? Alors, ils doivent produire des produits de très haut niveau, de qualité, de classe mondiale, en fait. Ils devaient apporter quelque chose à la communauté interne de Victoria Yards et la communauté à l'extérieur de Victoria Yards. Ce qui veut dire que ces personnes devaient enseigner, former les populations locales à peindre. Et c'était à la base de l'accueil réservé aux locataires ou de ce qu'on cherchait à attirer comme population. En fait, ensuite, on a ouvert une école qui a été lancée. Il y a une jeune Allemande, journaliste, qui était à Victoria Yards et qui était complètement dissociée de tout ça. Il y a un gamin qui est arrivé avec un vélo et ils ont dit... Alors, le gamin est arrivé et dit, s'il te plaît, tu vas réparer mon vélo. Elle a dit non, on va le réparer ensemble. Aujourd'hui, elle a une école avec 60 personnes et elle a reçu des fonds et je pense que c'est là que les subventions, les financements sont très importants parce que ces enfants ne peuvent pas se permettre, ils ne peuvent même pas se payer un petit déjeuner. Et donc, Lufthansa, Puma et Stedler ont été ses premiers sponsors.
Et elle vraiment été très déterminée. Et elle a vraiment, l'école fonctionne, un peu informelle, un peu folle, mais ils ont également une formation sur l'Internet très important parce que c'est difficile de trouver des éducateurs qui vont faire le boulot. Il faut que ça se fasse à distance. On a également une autre chose qui s'appelle le People's Pantry. Donc, le COVID a été à la base de beaucoup de choses extraordinaires qui sont passées. Donc, avec on a fabriqué, on a produit beaucoup de légumes, on a fourni des légumes, il y a eu des cuisines qui ont été ouvertes finalement, qui ont fait de la soupe pour la population. Puis soudain, les supermarchés se sont joints à nous, ils nous ont donné les produits qui étaient juste avant d'être périmés. Il y avait 10 à 15 000 personnes venant de partout qui venaient. C'est un projet qui se poursuit. C'est que des choses merveilleuses. Bon, il y a des gens qui venaient pour chercher de la nourriture, puis il n'y a personne qui ne leur donnait rien en retour. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui a dit non. Non, vous ramenez du métal, vous ramenez les déchets, vous ramenez les bouteilles. On va vous donner des bons et ces bons vont être échangeables pour de la nourriture. Et donc, on leur a demandé, il fallait qu'il y ait un échange. Et je n'ai pas dit qu'à l'école, pour l'école, on demandait 50 du loyer parce qu'il fallait les encourager à avoir une subvention. Comme je l'ai dit, on ne faisait pas d'argent. Mais c'est une activité commerciale, donc il fallait qu'on reste dans la réalité. Pour tout ce qui est légumes et tout ça, bon, ils n'avaient pas d'argent. Mais les autres locataires paient. Ils sont réglo. Et ils payent à peu près la même chose qu'ici, c'est-à-dire 80 rand, à peu près 5 € le mètre carré. Et on a essayé de l'augmenter à 6 € le mètre carré. Et en fait, on est... vous savez, les prix augmentent énormément à Johannesburg, mais en fait, à 6 € on s'en sort. Et voilà, Victoria Yards, pour... rapidement. J'avais une question. OK, pour translation. Une question justement sur... on en a parlé hier soir, c'est... Est-ce que du coup, l'impact que ça a pu avoir sur toi et sur tes équipes, tu en as un petit peu parlé au début, mais finalement, tu m'avais dit, on a commencé avec un jardin et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour notre communauté et notre ville? Donc ça, c'était un postulat de base ou c'est quelque chose que vous avez appris en grandissant et du coup, est-ce que vous avez mesuré votre impact ou est-ce que justement non, les choses sont arrivées de manière justement très organique? There's no measurement as such. Il n'y a pas vraiment de mesure à proprement parler, c'est plutôt à partir des réactions qu'on a des gens qui viennent voir le lieu, ils viennent et ils vous remercient pour tout ce qui se passe dans le quartier et les gens ont le sourire et c'est vraiment un salaire qui est formidable. On a eu beaucoup de presse dans le New York Times. L'année dernière, on a gagné une compétition internationale pour le développement durable dans l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. On a commencé en 2016 et je pense que le monde a besoin de ce genre de choses aujourd'hui. Les gens veulent faire du bien et si on leur donne l'opportunité de le faire, alors ils le font. Et c'est ça qui s'est passé avec nous. Et le plus incroyable, c'est que nous sommes entourés de quartiers pauvres. Je digresse un peu, mais nous sommes entourés de quartiers pauvres. Beaucoup des techniciens et des makers ont fabriqué des produits d'une excellente qualité. Et donc, nous attirons des gens riches qui viennent de l'autre côté de la colline et qui viennent acheter des choses. Et indirectement, ils vont soutenir les gens plus pauvres qu'eux. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vraiment remarqué. Nous faisons un dimanche porte ouverte une fois par mois à Victoria Yard. Et le mot que je pourrais utiliser pour décrire le sentiment que je ressens là-bas, c'est la dignité. Les gens viennent à Victoria Yards
peu importe s'ils sont pauvres ou riches, il y a cette dignité qu'ils ont en commun, qui vraiment est ressentie par tout le monde et qui est merveilleuse. Et c'est vraiment ça qui me donne du plaisir. La traduction, parce que c'était un joli mot pour finir cette interview. Je rappelle quand même, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais peut-être on verra après si tu peux nous en reparler, mais il y a un projet Water for the Future, et dont on pourrait peut-être parler après, et qui est une vraie preuve d'impact, puisqu'en fait, ils ont travaillé autour d'une rivière, autour du lieu, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Merci, Brian. Alors, du coup, je me tourne maintenant vers Atem. Est-ce que tu as un micro, Atem? Donc là, on va aller en Tunisie. Ça marche? Non. Ah, c'est bon. Atem, tu es le directeur des programmes de la station d'art. Alors, je vais le dire en français, puis tu vas après toi le dire d'art B7L9. Mais en fait, il faut le voir écrit pour comprendre pourquoi, effectivement, donc projet soutenu par la Fondation Lazare, pourquoi ce nom-là, et ensuite nous expliquer un petit peu, comme Brian, un petit peu ce début de projet, et restons focus sur, finalement, qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est installé, et comment, effectivement, on a vu qu'il y avait des projets qui faisaient écho à cette idée d'impact territorial, puisqu'on parle bien là d'un tout petit village, je crois, à côté de Tunis. Merci Stéphanie. Et c'est un véritable raccourci de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord. Et je vais essayer vraiment de vous mettre un peu dans le bain de cette station d'art qui s'appelle B7L9. En fait, c'est un jeu de mots avec les chiffres qui sont utilisés pour rendre les lettres de l'alphabet arabe. Et donc, quand on écrit B7L9, les gens le lisent Bahar al-Azraq, qui est le nom de la localité où nous nous trouvons. Et en même temps, c'est un terme qui, lu comme ça, tel qu'il est écrit en chiffres et en lettres, donnerait bahlaq en arabe, ce qui signifie les yeux écarquillés. Et donc c'est vraiment ouvrez les yeux, regardez, c'est un peu ça le principe de cette appellation. Alors évidemment, dès le début, il s'agit de faire quelque chose de local, d'absolument local, et en même temps de tellement local qu'il fallait ramener de l'expertise vers la région. Et c'était très intéressant de découvrir que la démarche a très rapidement pris parce que on était parti de ce principe que vous connaissez tous, penser globalement, agir localement. Et puis on a structuré notre action en saison. On a commencé par une saison olive en 2019 qui nous permettait de nous ancrer dans le territoire. Et l'olivier est un des arbres les plus représentatifs de la Tunisie. Et on est passé ensuite à la vitesse supérieure avec une saison solidarité. Et pour cette saison, il fallait inviter le maximum d'associations, pendant un trimestre quasiment, à venir s'investir dans la localité et à se rapprocher de tous les potentiels in et out qui pouvaient exister sur place. Et c'est comme ça qu'on a pu mobiliser quasiment 70 associations qui sont venues soutenir le projet et soutenir la population locale. Et ça a débouché sur des choses que nous ne contrôlions absolument pas parce que des synergies se sont établies entre les associations et les bénéficiaires potentiels qui se trouvent dans la zone d'impact. Et donc c'est comme ça que territorialement on s'est installé. D'ailleurs, l'une des premières actions culturelles a été d'installer des compteurs dans les cafés. Et vous savez, en Tunisie, dans le Maghreb, la tradition du compteur au café reste quand même assez vivace, même si elle est relayée simplement par des comédiens aujourd'hui. Mais cette idée des compteurs dans les cafés, qui ont fini par déborder dans les entreprises, les petits garages du coin, où un compteur débarquait et racontait des histoires, avec la connivence du patron en général, qui écoutait lui aussi comme tous les autres, même si ça arrêtait le travail pour une quinzaine de minutes. Mais en tout cas, ça nous a permis vraiment de nous installer dans les cafés, ce qui est véritablement le lieu de convivialité le plus ouvert et le plus fréquent qu'on puisse trouver dans des petites localités tunisiennes. Voilà donc un projet qui commence en 2019 sous les auspices de la Fondation Kamel Lazare, qui est en fait propriétaire des lieux. C'est la Fondation qui a pris cette initiative. La Fondation s'intéresse surtout à l'art contemporain, mais là, c'était une idée pour
pour pouvoir travailler dans un quartier défavorisé, mais en utilisant en quelque sorte le socle, hein, le topos que nous avions, comme possibilité pour les artistes de venir travailler avec les communautés. Vous savez, le B7L9, c'est un espace d'exposition, une salle de cinéma multifonctionnelle, également une résidence d'artistes qui peut recevoir jusqu'à 7 personnes, puis un grand forum et une super terrasse, pas aussi splendide que celle d'ici, et je crois qu'on va la découvrir tout à l'heure. Et donc, pour nous, c'est assez facile d'interagir avec l'environnement maintenant que tous les artistes qui viennent savent que quelque part, il y a la part des anges, c'est-à-dire la part du quartier. Et c'est comme ça qu'on a défini donc plusieurs niveaux de travail, d'une part avec les enfants, d'autre part avec des actions génératrices de revenus pour les femmes du quartier. Et en troisième lieu, toute l'équipe, absolument toute l'équipe, y compris moi, nous sommes installés dans le quartier et tout le monde, en fait, est du quartier. Oui, alors justement, j'allais revenir sur cette installation des ateliers d'artistes. Et tu disais qu'il y a eu un impact sur les artistes dans leur prise de conscience aussi, parce qu'il y avait des gens qui étaient de passage. On parlait justement tout à l'heure d'avoir des lieux de passage, mais il y a des gens qui viennent qui sont vraiment que de passage et qui ne sont pas en interactivité, mais que toi, tu avais remarqué qu'effectivement, finalement, ça avait eu un impact aussi sur les artistes de venir en résidence chez vous. Et il y a eu aussi cette histoire d'une femme qui faisait du pain. Je veux bien que tu nous racontes ça, parce que ça a été une des premières choses où vous avez écarquillé les yeux et vous étiez très content de ça. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est de faire prendre conscience aux artistes de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et beaucoup d'artistes résidents peuvent zapper totalement l'environnement et se concentrer sur leur atelier. Tandis que là, nous avions initié avec les jeunes du quartier des visites, donc des visites guidées, quasiment touristiques, qui ont fait beaucoup de bien au quartier et beaucoup de bien aux jeunes. Parce que là, ils ont pris tout à coup conscience de l'importance du quartier quelque part et de la manière dont les gens recevaient leurs indications. Et ça nous a permis, par ailleurs, de mieux connaître le quartier, y compris les personnes qui sont bénéficiaires de microcrédits. Alors, quand vous recevez un microcrédit, c'est rien du tout, hein, c'est vraiment peanuts, comme on dit, mais avec ça, vous devez faire. Cette dame que nous avons rencontrée très rapidement a travaillé, elle a lancé une petite boulangerie de pain, vous savez, des galettes de pain tout à fait traditionnelles, qu'on fait d'ailleurs dans des fours qui remontent à l'Antiquité, hein, c'est ces fours où vous collez le pain sur la paroi, et puis le pain, lorsqu'il cuit, il retombe, ça s'appelle du pain tabouna, en arabe tunisien, et c'est vraiment délicieux. Alors cette femme a reçu un microcrédit, et son projet a eu du succès. Du coup, elle pétrissait du pain à longueur de journée, au point où ses poignets n'en pouvaient plus. C'est-à-dire qu'il s'est avéré que le microcrédit était mal initié quelque part, puisqu'il ne reposait que sur les poignets d'une dame. Et c'est comme ça qu'on a défini avec elle la possibilité de lui acquérir un pétrin, ce qui a été fait par plusieurs associations qui ont cotisé pour acheter un pétrin professionnel avec lequel elle travaille désormais. Voilà, ça c'est un des exemples. Hein. Un autre exemple, ou en tout cas un sujet aussi qui est important en termes d'impact, c'est l'inclusion de populations subsahariennes, l'inclusion donc aussi des écoles, mais effectivement, comment vous travaillez aujourd'hui avec ces communautés et est-ce que vous êtes arrivé avec un projet et ensuite les communautés sont arrivées, comment tu peux nous raconter un petit peu aussi cette implantation finalement aussi qui s'est faite par la communauté, avec la communauté et comment vous la gérez aujourd'hui? Oui, très rapidement, en fait, le projet initial, c'était une station d'art contemporain. Vraiment parce que c'est le dada de la Fondation, c'est véritablement son projet noyau. Mais en se frottant au quartier, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler directement avec le quartier. Et c'est comme cela qu'on n'est plus vraiment une structure alibi, mais on est une véritable structure complètement immergée dans le quartier. Alors le quartier est très intéressant, parce que d'une part, il y a une population relativement pauvre, hein, qui est fragile. D'ailleurs, ça nous a poussé à lancer un observatoire de la vulnérabilité, de la fragilité et des potentiels. Et à partir de là, nous avons pu constater que travailler avec le quartier impliquait, pour les artistes résidents surtout, ou pour les artistes de passage, changer de point de vue et apprendre à mieux connaître ces réalités dont on parle, hein, dont on se gargarise très souvent, mais sur lesquelles on ne cherche pas à avoir un impact véritable. Et ça nous a permis aussi de nous retrouver avec cette importante population subsaharienne qui se trouve dans ce quartier. Il y a à peu près 9 nationalités différentes, dont la majorité sont des Ivoiriens qui vivent en Tunisie depuis que la Banque africaine avait déplacé son siège, puis après est revenu. Donc c'était très intéressant de travailler de cette manière-là. Et en même temps, ça permettait de voir que nous pouvions inclure effectivement, et nous pouvions mêler les gens. Moi, si je partais
très rapidement aussi sur l'idée de tiers-lieu. En fait, nous nous étions définis comme un tiers-lieu par rapport à deux autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui. Le premier point, c'était qu'il y avait un tiers public, en quelque sorte. Un tiers public qui n'était généralement pas convié au festin culturel, mais qui se retrouvait avec deux autres publics plus classiques, le public culturel au sens large, le public élitiste, entre guillemets, et aussi le public expatrié, qui est assez nombreux dans cette zone de Tunis. Donc beaucoup d'Européens, d'Américains vivent dans cette région de Tunis qui s'appelle la Marsa, et où nous sommes dans la banlieue ouest, c'est le quartier des Bonnes, pour simplifier les choses. C'est comme ça que ça se dit d'ailleurs parfois. Et c'était très intéressant de voir comment on pouvait brancher tout le monde ensemble, que ce soit à travers une école d'été qui a été conçue pour les enfants, ou encore à travers des opérations plus inclusives comme un café culture qu'on a organisé une fois par semaine, qu'on continue à faire, qui intègre tout le monde et qui permet aux jeunes du quartier, là aussi, de se faire un peu de sous en travaillant. Mais tiers lieu aussi en fonction de la typologie tunisienne, parce qu'en Tunisie, il y a le secteur public de la culture et le secteur privé, ce qui forme, disons, la partie apparente de l'iceberg, mais à côté, il y a quand même eu profusion de relais du mouvement islamiste à travers l'installation d'écoles coraniques et y compris l'installation de centres d'embrigadement qui ont desservi les populations pendant très longtemps et qui étaient financés par des pays arabes du Golfe. Et là, nous nous trouvions dans le quartier de Bahr el Ghazal avec une profusion assez importante de ce type de lieux. Et il faut dire qu'on était pied à pied, sans avoir de projet politique nous-mêmes, mais en même temps en nous disputant les mêmes ouailles potentielles. Et là, nous avons fait un travail de fond qui consistait à se rapprocher des populations qui, au départ, ne voulaient pas envoyer leurs enfants, par exemple. Et aujourd'hui, lorsque pour le Ramadan, nous avons organisé des soirées musicales, toutes les femmes du quartier, mais vraiment toutes étaient là. Ça a donné de véritables happenings. Et en même temps, les enfants, maintenant, ils sont chez eux, chez nous. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un anniversaire, il est fêté à la station d'art. Merci beaucoup, Atem. On va être obligé de s'arrêter là, malheureusement. Merci. Ce qui est intéressant avec cette dernière table ronde, c'est qu'on a parlé plus en profondeur un petit peu d'écologie culturelle. On a parlé un peu plus effectivement d'écologie en général, parce qu'effectivement l'impact, c'est aussi ça sur notre environnement. Même si on l'a moins abordé ce matin, elle est présente partout. Mais c'est vrai que là, comme on parle de ces sujets et sur le territoire, sur le local, et merci d'avoir fini sur ce sujet politique, où on voit bien qu'aussi l'impact territorial et l'implantation de lieux comme les vôtres permet aussi de faire reculer des extrêmes. Merci pour ça. Alors, je passe la parole maintenant à Dodji. Dodji Onou, qui est directeur et fondateur du réseau des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, le REFAO, et qui surtout est lui-même un produit de l'impact, si je puis dire ainsi, puisqu'en fait, il a eu la chance d'aller travailler justement dans le projet de Marion à Dakar, Kertiosan. Et donc, du coup, ça peut être intéressant que tu commences par nous raconter comment cette envie justement de créer toi-même, d'ailleurs on va en reparler, ton Fab Lab à Abidjan, mais surtout d'avoir eu cette idée de créer un réseau, parce qu'effectivement c'est pas partout qu'on peut se mettre en réseau, et je veux bien que tu nous rappelles un petit peu cette histoire et comment tu en es arrivé à créer ce réseau. Ok, allô. Merci. Donc déjà, je me nomme Dodji Onou, comme elle l'a dit, et je suis le vice-président, par contre, du réseau francophone, des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, qui est un réseau qui regroupe 7 pays, et disons 8 maintenant, 7 pays d'Afrique de l'Ouest francophone et un pays d'Afrique centrale. On avait commencé par la zone ouest africaine, d'où le nom d'Afrique de l'Ouest. Déjà mon parcours, moi j'ai commencé à Lomé, donc le premier Fab Lab de Lomé qui est le WELAB, où on a développé un projet qui a eu un retentissement international, qui est la WAFAT, donc une imprimante 3D développée à partir des déchets recyclés. Suite à cette expérience, on a été connus, et lorsque Marion avait justement, comme elle parle de cette utopie-là, d'aller vers justement monter un lab à travers le programme du volontariat international de la francophonie. Donc j'ai postulé, qui m'a justement conduit à Dakar, et qui a été une très grande expérience dans la mesure où il fallait tout penser justement, c'est-à-dire il y avait la réflexion déjà,
et comment partir de rien et matérialiser quelque chose de concret qui a un impact justement dans le quartier et même dans, je veux dire, dans tout le Sénégal, parce que ça a été un exemple qui a fait tache d'huile, qui a permis en fait des nouveaux lieux, de nouveaux espaces, donc des Fab Labs de naître. Alors, pour revenir à la jeunesse du réseau, alors il faut savoir que des Fab Labs ont commencé en Afrique de l'Ouest francophone, notamment autour de 2011, 2012. Et donc l'un des premiers Fab Labs de la zone, c'est Wakat Lab, donc, qui était l'ancien Ouaga Lab au Burkina Faso. C'est des lieux qui existent déjà, hein, qui développent des activités principalement tournées vers l'éducation, à la base. Hein, c'est l'éducation, l'agriculture. Et on a constaté justement qu'à chaque fois qu'on se retrouvait, c'était en Europe. Voilà. Si on était invité, on était tous en Afrique de l'Ouest. Comme on disait, les frontières, mais on ne se connaissait pas. En fait, on ne se voyait pas. Et on s'est dit, comment changer ça, en fait? Il fallait créer donc un réseau. Donc, c'est partir de cette idée-là, se dire, OK, on mène des mêmes activités, on a des objectifs qui vont dans le même sens et on ne collabore pas, voilà, on ne sommes pas connectés, mais nous sommes sur le même continent, on est dans la même région, ce qui est un peu absurde, en fait. Et voilà, et il y a une problématique également, c'est ceux qui ont la possibilité de sortir, parce qu'on a parlé de problématiques de visa, etc. Donc si on a 15 Fab Labs, 15 lieux, on n'a pas forcément la possibilité de se rencontrer ici tous à 15 par faute de moyens ou faute de visa, etc. Donc en 2018, à Cotonou, on a décidé justement, avec l'accompagnement de l'Institut français de Cotonou, de mettre en place cet espace, en fait, ce réseau, qui aujourd'hui regroupe 7 pays, comme je disais, ce sont 8 pays, et une vingtaine de lieux qui, pour la plupart, sont dans les technologies, mais en amenant des centres, en fait, comme Kertiosan, qui touche l'aspect culturel. On a également le Yop Crea Lab qui est implanté à Yopougon, qui est l'une des plus grandes communes à Abidjan, qui a presque 2 millions d'habitants, et également qui touche l'aspect culturel avec des artistes locaux, etc. Donc voilà un peu la genèse du réseau. Et nous, pourquoi le réseau? Justement, le réseau, c'est premièrement être connecté, deuxièmement être force de proposition, parce qu'on a des réalités qui sont quasiment les mêmes dans nos pays. Et si on veut faire entendre nos voix, il est important d'être en réseau. Donc comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et deuxièmement, aller vers des projets donc structurants ensemble, dans des projets pour avoir plus d'impact. Et on a quelques projets, par exemple, qu'on a initiés en l'espace de 3 ans d'existence. L'un des premiers projets est le projet Ferlang, justement. Comment avec... en fait, c'est autour de la langue française. C'est vrai qu'on a plusieurs langues dans nos différents pays, mais l'héritage colonial fait qu'on parle le français. Qu'on le veuille ou non, hein, c'est la langue officielle dans nos pays, et autant la maîtriser, voilà, pour échanger. Donc comment, à travers nos activités en tant que maker, donc lorsque un jeune vient à apprendre l'impression 3D, c'est en français. S'il ne parle pas bien français, comment le processus d'apprentissage de la technologie, on puisse utiliser ça pour que cette personne maîtrise mieux le français, plus s'exprimer, plus poser des questions, etc. Donc, ça a été un pilote dans 4 pays, en fait, de la zone francophone, et ça a permis justement de former des enseignants, des répétiteurs, parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a l'école publique. Donc là-bas, on n'a pas forcément les outils pour faire de l'informatique, même jusqu'à certains niveaux élevés. Mais par contre, les parents ont tendance à prendre des répétiteurs. Les répétiteurs, c'est des personnes qui viennent faire des révisions à la maison. Donc comment initier ces répétiteurs-là à l'outil informatique, et lorsqu'ils vont maintenant
pour faire des répétitions à la maison à ces élèves-là, ils puissent être capables justement d'introduire la notion technologie. Et puis ça permet également, puisque les gens sont très attirés, par exemple lorsqu'ils voient une imprimante 3D, ils sont attirés, un petit robot, ils sont attirés, mais ils n'ont pas forcément, ils ne maîtrisent pas forcément la langue. Donc, à travers ces activités, on leur apprend à maîtriser la langue. En même temps, on fait d'une pierre deux coups, comme on dit. Ils apprennent la technologie, mais ils touchent également la langue. Après, on a d'autres projets. Alors, le projet culturel même qu'on a développé ensemble, ce qu'on appelle Urban Cut Lab. Et également, ici, nous avons des artistes, des peintres, des musiciens, qui certains conceptualisent, en fait, ils ont des idées où ils veulent faire, par exemple, animer un tableau, un masque. Donc, ils pensent, mais ils n'ont pas forcément les compétences techniques pour la mise en œuvre. Donc, à travers ce projet, on a, par exemple, la route des esclaves au niveau de Cotonou. C'est en fait un chemin où les esclaves, pendant l'esclavagisme, ont suivi, c'est à Ouida. Donc, il y avait une fresque qui a été faite par un artiste. Et ensuite, avec les makers au niveau du lab de Cotonou, ont pu animer en fait ces étapes-là. Donc, ce qui veut dire que c'est interactif. Lorsque vous allez vous toucher un endroit, on vous conte l'histoire de cet endroit-là, qu'est-ce qui s'est passé à tel temps, etc. Donc, ça permet aux gens qui ne connaissaient pas forcément l'histoire de cette route-là, de ce cheminement, à travers ces œuvres-là, de pouvoir justement apprendre voilà, un peu les liens entre la partie culturelle, l'espace, le Fab Lab, un peu ce qui se fait à Kertessan et aux autres endroits. Voilà. Oui, tu m'as devancé parce que j'allais te parler justement des liens et de l'impact sur le patrimoine, parce que vous vous êtes rendu compte que finalement vous aviez beaucoup de demandes aussi finalement des collectivités ou d'institutions pour travailler sur ces sujets de patrimoine, mais aussi d'agriculture, parce que vous travaillez avec des lycées agricoles et où tu disais que vous pouvez justement très rapidement voir l'impact que vous aviez sur le territoire. Et tu as dit qu'effectivement vous considérez, enfin, que les Fab Labs pour toi n'étaient pas forcément des tiers-lieux, mais plutôt effectivement déjà des espaces artistiques ou culturels. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec ce réseau, vous avez des chiffres? Donc, est-ce que vous avez une mesure du coup plutôt quantitative ou aussi qualitative, comme le disait Brian, lui il mesure entre guillemets au sourire et à la dignité de ces communautés. Comment toi, avec ce réseau, même s'il est récent, est-ce que tu as déjà toi des choses à nous partager? Oui, alors donc à ce niveau, donc et effectivement, il est souvent très difficile de quantifier, enfin de mesurer, dans la mesure où il faut établir des process et nous, on n'est pas forcément experts là-dedans. Et un peu, comme il disait, c'est au sourire de la personne. Alors moi, par exemple, au niveau de ce qu'on fait actuellement, au niveau de l'éducation, par exemple, nous avons dans les établissements scolaires, ils font, par exemple, c'est les techniciens, donc ils sont censés maîtriser l'outil informatique, ou même faire de la conception. Donc, par exemple, au niveau de ils font des dessins techniques, mais c'est tout le temps sur du papier. Mais c'est des personnes, au sorties, sont censées être devant des ordinateurs pour pouvoir faire de la conception. Voilà. Nous, en 3 jours, on va pendant les ateliers avec des partenaires où on leur montre comment ils peuvent partir de leur dessin technique jusqu'à faire de la modélisation 3D, à utiliser l'imprimante 3D. C'est quelque chose de peut-être banal ici, mais c'est super compliqué là-bas. Les gens vont jusqu'en cycle ingénieur, ils ne maîtrisent pas forcément ces outils-là. Donc, c'est leur dire OK, et on a des chiffres, déjà, c'est une centaine de personnes, élèves, étudiants en classe prépa, voilà. Et la petite histoire, on a une école polytechnique, justement, un peu comme Polytechnique ici, de renom. Donc, ils ont une classe préparatoire, en fait, pour le cycle ingénieur. Donc, ils font la classe préparatoire à Abidjan et ensuite, maintenant, ils viennent ici pour poursuivre. Donc, les professeurs, en fait, se sont rendus compte que lorsque les étudiants quittaient Abidjan et venaient ici, par exemple, Arduino, c'est les petites cartes électroniques. Ce que, par exemple, les jeunes Tunisiens ou les Marocains
ils se retrouvent, eux, complètement déphasés parce qu'ils n'ont jamais vu ça, en fait. Donc, ils sont obligés de rattraper parce qu'ils ont peut-être 2 ans, ils vont faire 2 ans de prépa. Et ce qu'ils vont, par exemple, en début d'année ici, certains ont vu, mais d'autres n'ont pas vu là-bas. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, OK, avec les partenaires, notamment la Fondation Orange, c'est de dire, OK, aller vers ces étudiants-là, faire un programme, donc les former sur ces outils, c'est des outils accessibles. Hein. C'est vrai que c'est pas des gros, il faut des moyens, mais c'est quand même accessible. C'est des petites cartes qu'on peut facilement avoir. Donc, faire ces formations-là, former même les enseignants, en fait, pour que ces étudiants en classe préparatoire, normalement, devraient cerner et avoir. Après, on a un projet qu'on appelle Maker Nord-Sud, qui est né au début de la pandémie, donc la Covid-19. On s'est retrouvé un peu comme ici, il y avait un manque de masques, solutions hydroalcooliques, etc. Et justement, avec le réseau, comme on est connecté également avec le réseau français des Fab Labs, c'est de dire, OK, il faut trouver une solution locale. Donc justement, les labs, que ce soit à Kertsosan et d'autres labs dans le réseau, ont tout de suite, à travers les accès au plan, su comment il fallait fabriquer les masques, les solutions de gel hydroalcoolique, les distributeurs de gel automatique, qui, en même temps, en fait, il y avait pénurie ici, au moins ici, il y avait une stratégie d'acquisition. Mais nous, là-bas, il y avait une pénurie et il y avait le manque de moyens également pour les accueillir. Donc, comment on fait localement dans nos vies, dans nos communautés, donc à travers les partenariats, soit avec les mairies ou les centres de santé localement, mettre en place ces dispositifs-là qui pouvaient être fabriqués avec des matériaux locaux et distribués gratuitement à ces personnes qui en ont besoin. Et donc, ça a été financé finalement par... après cela, hein, la première étape, donc la seconde étape a été financée par l'AFD, qu'on remercie à travers le projet direct. On a aussi reçu un financement de la Fondation de France et la ville de Rennes Métropole et de Airbus Community Africa. Donc ça a permis justement d'en capacité en termes d'équipement après les autres lieux, voilà, qui n'avaient pas forcément toutes les machines, équipements nécessaires pour continuer la production. Voilà, donc on est parti d'un besoin immédiat avec notre capacité à s'adapter avec les moyens locaux pour répondre à des problématiques. Donc c'est plus de 10 000 masques qui ont été distribués. Ça, c'est un impact concret. C'est des solutions de gel hydroalcoolique, des distributeurs de gel hydroalcoolique automatisés qui ont été distribués aux populations. Et est-ce que ça, dernière question, vous avez documenté par exemple ce genre de choses pour le partager justement dans le réseau, parce que c'est ça qui est intéressant, même si vous ne mesurez pas forcément l'impact proprement dit. Est-ce que vous faites déjà une documentation de méthodos voilà, juste savoir si vous le faites avant. Alors, pour être franc, et c'est la problématique dans toutes les Fab Labs. Donc, la base, c'est effectivement la documentation et le partage en libre, en open source. Voilà, donc, ça libre droit. Ça, on le fait, mais pas toujours, voilà, pour être honnête. Donc, par exemple, pour ce qui est des masques et autres, c'est documenté. Pour la fabrication des solutions de gel hydroalcoolique, c'est également documenté. Il y a exemple, comment on appelle, dans le même cadre au niveau de Bamako, donc Denis Lab, le Fab Lab de Bamako, ils ont développé une application justement pour... en fait, ils se sont rendus compte qu'au niveau de l'hôpital à Bamako, ils n'arrivaient pas à gérer... en fait, il fallait nettoyer et autres, changer des solutions. Donc, ils devaient normalement avoir un agenda pour gérer qui fait quoi à quel moment. Donc, c'était un peu désordonné. Et c'était ça leur besoin. Nous, on veut faire des masques, on veut faire... non, ils disent non, nous, on n'a pas besoin de ça, mais on a besoin d'une application qui nous permet justement de gérer ça. Parce que si on arrive à bien nettoyer et tout, on résout beaucoup de problèmes d'infection et autres. Donc, en quelques semaines, ils ont développé cette application et maintenant l'hôpital est capable de bien gérer en fait la routine de nettoyage et tout, les agendas, etc. Voilà un peu des solutions assez concrètes. Merci beaucoup, merci. Alors j'ai vu
tous les témoins prendre plein de notes. On a bien documenté, je crois. Là, je passe la parole un peu à tout le monde. Là, c'est juste une réaction, un mot, une phrase, une question qui vous est venue. Je vous laisse le micro et après, je vous réinterrogerai sur vos propres activités. Donc, qui a déjà envie de prendre la parole et de réagir? Le micro. Hop. Ce côté-là. Je commence. Mettez bien alors le micro là pour qu'on vous entende bien. Ça va? Bonjour, Antoine Plane. On a beaucoup parlé d'impact, c'est le thème de cette table ronde, mais moi quand je pense impact, je pense à une météorite qui heurte la Terre. Et c'est pas toujours une bonne nouvelle, un impact. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a que des impacts positifs et que c'est génial et qu'on en retire beaucoup de bien-être. Moi, dans ma pratique de tiers-lieu culturel, ce n'est pas le seul impact que j'ai l'impression de produire. Et je voulais un petit peu aussi vous interroger sur cette question. Qu'est-ce que, en fait, quand on fabrique quelque chose qui a de l'impact, ben forcément, on fait bouger des lignes. Et du coup, on dérange quelque chose. Enfin, peut-être qu'on rend service, mais peut-être qu'aussi on dérange d'autres équilibres. Et je voulais savoir si vous avez aussi, si vous partagez cette impression. Est-ce que je prends les autres réactions et après vous répondez aux questions? C'est OK pour vous? Ou est-ce que tu veux une réponse immédiate, Antoine? Je veux bien d'autres réactions, comme ça sera bien que tout le monde puisse répondre. Merci beaucoup pour ces récits. Et je parle bien de récits parce que justement, je rejoins Antoine sur sa question, mais ce qui me frappe dans tout ce que vous avez dit, c'est qu'on est sur l'impact, mais finalement, l'impact, on peut le voir effectivement comme quelque chose de très réducteur. Et je pense que là, tout ce que vous avez fait, c'est agrandir cette idée d'impact et essayer de sortir en tout cas réduire l'impact à des aspects monétaires sur ce que vous faites en termes de social, en termes d'environnement. Moi, j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé à un moment donné de synergie non contrôlée, et je trouve qu'on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que tous vos récits, vous pouvez les avoir parce que vous avez un bilan, un recul de ce que vous faites, parce que vous avez passé vous êtes passé par l'expérimentation. Et c'est ça que je trouve intéressant, et plutôt que de parler d'impact, je trouve moi, je préfère parler vraiment de mise en récit par ce temps long. Et vous avez tâtonné, vous avez intégré les communautés. Et vous avez 3 projets hyper différents, mais ce qui ressort principalement, moi je trouve, c'est vous avez tous parlé de communauté. Et c'est vraiment le fil conducteur de tout. Je ne sais pas si c'est important de trouver un fil conducteur au récit, mais moi je voudrais vous interroger sur ça. Est-ce que aujourd'hui vous considérez que l'action de vos projets, ils sont au service de toutes les communautés, d'une communauté en particulier? Est-ce que vous êtes dans un équilibre qui est toujours délicat? Comment est-ce que vous arrivez à prendre du recul sur cette fabrication de communautés, en sachant que, par exemple, pour le projet de Brian, il y avait déjà une communauté présente et vous faites venir aussi d'autres personnes, et en même temps, vous évitez... vous essayez le plus possible de mélanger les gens. Moi, ma question, c'est ça, c'est cette mise en réseau. À la fois, on est sur du macro, sur du micro, mais on est toujours sur la communauté. Et comment est-ce que vous arrivez à prendre le recul nécessaire pour voir cet impact, ou en tout cas cette mise en récit autour des communautés que vous arrivez à fédérer ou pas? Merci Théo. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Bonjour, merci. God, je ne sais plus dans quelle langue parler. Excusez-moi. Yeah. Oh, non, c'est bon, c'est OK. Je pensais à la terre sur laquelle vous êtes, le terrain, et qui la possède, comment vous accueille-t-elle, comment accueille-t-elle vos actes, et qui la possède, qui possède cette terre sur laquelle vous faites vos projets. Sarah, tu veux réagir? Oui. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la notion de rétribution. Surtout dans le discours de Brian, j'ai eu cette sensation
de rendre. Il y a eu quelque chose autour du retour. Et la deuxième notion que je vois partagée entre tous, c'est réunir et faire le lien, partager avec des personnes qui ne se seraient pas rencontrées probablement autrement, et en faire une force et construire à partir de ce nouveau lien. Voilà. Impacter dans le lien, par le lien. La reliance, on parlait de reliance ce matin. Ouais. Bah, du coup, alors, effectivement, je n'ai pas posé de question, mais j'ai une réaction. Je crois que j'ai vraiment beaucoup aimé le mot qu'il a utilisé sur dignité et qui, je trouve, qui pour moi venait conclure de pourquoi on fait tout ça. C'est du sens, on réunit, c'est les disciplines, on avance, c'est une espèce d'aventure. C'est, alors pour certains, je vais réutiliser un mot qu'on connaît beaucoup ici en ce moment, c'est l'épopée. Mais on voit bien que dans ces aventures, le tiers-lieu, c'est tout le temps des épopées, c'est tout le temps des choses. Et le mot que tu as utilisé tout à l'heure sur ça donne de la dignité, parce qu'effectivement, il y a un retour, mais il y a une contribution. Et je pense qu'on a besoin de contribuer. Pour moi, ce qui est très important, c'est comment je peux participer à rendre les gens autonomes. Et je trouve que ça donne ça. Et qu'on réunisse. En tout cas, voilà. Moi, ce mot-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Karen, garde le micro. Avant que vous répondiez aux questions, Karen, tu peux récupérer le micro. Le micro. Non, c'est le temps que ça arrive, du coup, translation. Du coup, rapidement, parce que c'est intéressant, avant qu'on réponde, parce qu'il y a beaucoup de questions, j'aimerais que vous puissiez vous présenter aussi chacun. Donc, Karen, puisque tu avais le micro, comment ça fait écho, justement, cette notion d'impact, toi, justement, qui travailles pour une institution, si on peut dire ça comme ça, que tu peux présenter rapidement, mais surtout, pourquoi les tiers-lieux aujourd'hui... Ah. Pas moi. C'est bon? Alors, je vais t'en donner un autre. Changer de question. Ouais, changer de question. Cette question ne te plaisait pas. Vous m'entendez? Ouais. C'est bon? Ok. Donc oui, ça me paraît intéressant justement qu'on ait aussi ce regard-là, puisqu'en plus toi, tu as suivi le projet de la friche et d'autres projets depuis longtemps et de l'intérieur. Moi, je trouvais ça intéressant qu'on se pose la question effectivement de ce rapport au tiers-lieu aujourd'hui, avec cet impact dit territoriaux, mais surtout comment est-ce qu'on fait grandir aussi les institutions, les gouvernements, les collectivités, qui inspirent qui, et puis voilà. Parce qu'après on reparlera de ça peut-être avec Théo sur France Tiers-Lieu, mais je trouve ça assez intéressant que tu nous donnes aussi ta vision. Je vais essayer de donner. C'est tellement riche et tellement hybride qu'il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Donc, pour me présenter, moi, je suis Karine Beauvais, je travaille à la Caisse des dépôts, je suis dans un des métiers de la Caisse des dépôts, je suis la banque des territoires. Grosso modo, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, c'est la banque qui finance les collectivités locales, qui accompagne les politiques publiques. Voilà. Et notre métier, au final, à la fin, ça se porte dans le nom, hein, on est une banque, mais comme on dit chez nous, et j'ai mes collègues qui sont là, on est beaucoup plus qu'une banque. Mais on reste une banque, donc c'est du prêt et du financement. Voilà. Donc ça veut dire que pré-financement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une rentabilité à trouver. C'est-à-dire qu'il y a un modèle économique. C'est-à-dire qu'avant qu'on puisse mettre un projet, un produit financier. Voilà. Moi, mon job là-dedans, je suis directrice de l'innovation, je suis avant que ce soit bankable. Voilà. Donc avant que ce soit bankable par la Caisse des dépôts, on accompagne, on fait émerger. Et maintenant, si je retourne sur l'histoire des tiers-lieux, à l'origine, les tiers-lieux, je pense à la friche ici, parce qu'on y est, mais c'est un des plus gros tiers-lieux de France, c'est un des premiers, ça date de 1990, c'est un mélange entre des artistes et des politiques publiques. J'imagine que ce matin, on vous en a parlé beaucoup, et ce tiers-lieu-là, il va avoir 30 ans, et aujourd'hui, on est ici. Et donc, pour moi, il tient ses promesses. Et j'adorais, moi, une devise de la friche. Alors, je ne sais pas si c'est une devise, une vision, ce qu'on veut. C'est comment un projet culturel vient nourrir un projet urbain. Ici, vous avez 46 000 m² au plan de surface, à peu près 100 000 m² en développé. Comment un projet culturel vient nourrir un projet urbain? Il s'avère qu'effectivement, j'ai accompagné le projet pour l'amener à la capitale européenne de la culture. Et notre métier à nous, à la Banque des territoires, c'est structuration juridique et financière. C'est hyper sexy. Mais je vous promets que ça permet de faire des choses aussi, et en tout cas de venir servir des projets comme celui-ci, et voilà, moi j'ai essayé de le servir en tout cas, et ça a été donc de l'amener. Du coup j'ai perdu le fil de ma pensée, je vais y revenir. Comment la Caisse des dépôts, une institution, je crois que la logique des tiers-lieux, donc quand on parle d'il y a 30 ans, je crois que les tiers-lieux viennent accompagner les politiques publiques, et les politiques publiques doivent accompagner les tiers-lieux. C'est-à-dire que c'est une rencontre perpétuelle, et si je prends l'histoire de la Caisse des dépôts, nous on a grandi avec vous.
Voilà, je ne peux pas le dire autrement, c'est qu'on a grandi avec vous. Du coup, ça va passer la parole à Théo et je pense que ça va lui faire plaisir. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de venir à la Friche Label de Mai, où il y avait, j'étais invité parce que j'étais Banque des Territoires, et le thème organisé par Théo, c'était les frontières, le problème du foncier et les modèles économiques. On s'est dit, tiens, il y a Karen, on va lui demander de venir. Je suis venu. Et c'était sympa, même moi en tant que Banque des Territoires, de voir que tous ces tiers-lieux qui ont une énorme réussite, la promesse, elle est tenue, voilà, tout ce qu'on dit, je ne vais pas reprendre tous les impacts, c'est de voir que la Banque des Territoires, elle avait grandi autour de ça. C'est-à-dire qu'on est venu d'abord en ingénierie, un peu en financement, on vient faire le lien avec la collectivité locale, on accompagne, on essaie d'hybrider, d'accompagner ça. Puis après, effectivement, on mettra du prêt ou de l'investissement quand il y a un modèle économique qui est avéré. Mais en fait, on grandit avec vous. Et moi, aujourd'hui, je parle dans ma pratique professionnelle, et d'aucuns aussi peuvent témoigner ici, c'est que aujourd'hui, avec le LICA notamment, on anime tout un groupe de travail qui est complètement informel, mais et la Caisse des dépôts se met au même endroit, qui s'appelle nouveau tiers-lieu, une nouvelle forme de coopération. C'est-à-dire qu'il y a le tiers-lieu dont on a parlé tous à l'intérieur, mais c'est comment ces tiers-lieux hybrident et transpercent dans le territoire et nous accompagnent tous dans la politique publique. Merci Karen. Alors, donc du coup, est-ce que je passe la parole à Théo? Merci Karen pour la transition. Théo, oui, en réaction rapidement justement à ce sujet, et après que les intervenants répondent à ta question, comment toi, avec France Tiers-Lieux, tu réagis par rapport à ça, et ta vision macro justement sur les politiques aussi publiques, et comment ton avis, quoi. Oui. Mon avis et puis mon expérience au quotidien, puisque France Tiers-Lieux, c'est une association nationale qui vient en appui au développement des tiers-lieux. Et donc, c'est ça, je pense que l'innovation par les tiers-lieux et l'acteur public, c'est à un moment donné ce point de rencontre entre des lieux qui vont expérimenter et des politiques publiques qui vont co-construire ensemble de nouvelles politiques publiques. Donc c'est à un moment donné se dire comment est-ce que l'acteur public peut essayer déjà de s'engager sur des coopérations qui sont existantes depuis longtemps et engager les collectivités territoriales localement pour que des porteurs de projets, des collectivités territoriales, l'acteur public puissent créer de nouvelles politiques publiques qui vont répondre à ces besoins d'expérimentation. Et on parle aussi du coup ça fait le lien avec l'impact, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est important de se dire qu'il y a le droit à l'expérimentation sans réfléchir à un impact automatique. Effectivement, ça peut être vu comme un boulet de canon, une météorite, l'impact, mais en fait tous les lieux, tous les tiers-lieux qui font de l'intérêt général, ils ont cette envie d'avoir un impact positif. C'est peut-être le terme qu'il faut changer à un moment donné aussi, parce que c'est vrai qu'il peut être réducteur, dans le sens où il y a peut-être une considération de devoir rendre compte. Alors effectivement, il faut pouvoir rendre compte à un moment donné parce qu'il y a des prêts, parce qu'il y a un engagement des politiques publiques, mais rendre compte, il y a un côté très urgent, peut-être trop court aussi, et qui ne permet pas forcément cette mise en récit que je trouve vraiment important, encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut, le droit à l'expérimentation, c'est aussi se dire que le temps long est important, il y a ces phases d'amorçage. Alors effectivement, avec la Banque des Territoires et toutes ces phases d'amorçage sur l'innovation, ça permet ça, et on grandit pas à pas. Donc moi, je trouve que là aujourd'hui, la Banque des Territoires va rejoindre, va s'impliquer un peu plus fortement dans France Tiers-Lieux avec la création d'un groupement d'intérêt public. Donc on travaille vraiment de main dans la main, et c'est ça qui est intéressant, c'est voir aussi au quotidien comment est-ce qu'on peut rendre un peu plus souple peut-être le système administratif, et comment le droit à l'expérimentation, c'est ce que veulent faire les lieux culturels aussi. Définir des critères sur l'utilité culturelle, c'est compliqué, mais est-ce que c'est la cohésion sociale, est-ce que c'est la mise en place de communautés, est-ce que c'est la création, c'est le droit culturel aussi, donc c'est la culture pour toutes et tous. C'est ça, c'est l'expérimentation par ces lieux, et c'est aussi dézoomer, c'est ce qu'on fait à France Tiers-Lieux, c'est que nous, avec cette posture nationale, on a le recul, on essaye en tout cas de dézoomer tout ça pour que l'expérimentation qui est faite sur ces lieux de création-là, elle serve à expérimenter de nouvelles politiques publiques. Voilà. Je ne sais pas si je suis partie. Merci. Non, c'est très, très complémentaire. Saran,
est-ce que tu veux bien justement prendre le relais? Toi, tu as un parcours plutôt qui vient de la finance, mais aujourd'hui, tu es au LICA, donc le laboratoire d'intelligence collective et artificielle. Donc ça, c'est quand même assez intéressant comme synergie. Est-ce que rapidement, tu peux juste nous dire voilà, ce que ça vient faire écho sur la manière dont vous travaillez, parce que c'est quand même très particulier aussi, la manière dont vous accompagnez des projets, et voilà, en 2 minutes, nous dire comment, par rapport à ces sujets-là, tu peux donner aussi dézoomer ou zoomer sur un des sujets que vous portez. D'accord. Donc du coup, le LICA, laboratoire d'intelligence collective et artificielle, je résume, alors récemment arrivé, je résume la structure par 2 métiers, 2 expertises métiers. Donc l'intelligence collective, ou comment on entre, on fait partie, on accompagne différents acteurs, que ce soit, ce peut être par exemple la mairie de Marseille sur des réflexions sur l'Assemblée du futur qui ferait intervenir des citoyens sur la prise de décision qui impacte donc du coup la ville de Marseille, ou bien ça peut être des associations ou intervenir dans des projets d'accompagnement à l'insertion. Donc ça, c'est le volet intelligence collective, compétences douces, je dirais. Et en face et à côté, avec l'intelligence artificielle, ce sont donc les projets portés par les équipes de développement informatique autour de la notion de blockchain. Et ces 2 métiers au service afin de répondre à des enjeux sociétaux et environnementaux. Ceux d'aujourd'hui pour demain. Vraiment, il y a l'idée de dans l'instant et dans le maintenant, comment on peut répondre ensemble. Et juste, moi, je voudrais un petit peu rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi, il me semble, pour tous, depuis ce matin, on entend la diversité en fait des tiers-lieux. Et il me semble que le pivot, ce qui ancre les tiers-lieux, c'est leur capacité finalement de s'affranchir un petit peu des contraintes et de savoir s'associer avec les partenaires financiers, territoriaux. C'est ce cheminement. Et voilà, c'est ce que ça m'inspire là à l'instant. Merci Sarah. Alors on part de l'autre côté, voir Antoine. Attends sur le verre. C'est bon. Antoine, du coup, Yes We Camp. Intéressant d'avoir ton avis. Et merci pour ta première question à laquelle on va répondre juste après. Mais du coup, rappelez très rapidement ce que vous faites, parce que vous faites tellement de choses aussi, mais justement rester aussi comme les autres témoins sur ce que ça vient par rapport à ce que tu fais aujourd'hui avec aussi des tiers-lieux, parce que finalement, mais éphémères parfois, ou souvent. Donc merci pour ta réaction et ton explication. Merci. Ça va Brian, tu n'as pas oublié la question. Ok. Ouais, donc Yes We Camp, on est un opérateur de tiers-lieux. Donc c'est-à-dire que l'injonction du début de créer un lieu est devenue plusieurs lieux et plusieurs tiers-lieux. Donc on a aujourd'hui, on administre des endroits, des lieux à Paris, à Marseille. Donc on a pas mal d'endroits et donc du coup souvent pas mal de territoires aussi dans lesquels on intervient. À Marseille, il y en a un qui est pas loin d'ici qui s'appelle Coco Velten. Voilà, qui est un bâtiment de 4000 m² qui regroupe de l'habitat très social, du bureau économie sociale et solidaire, et puis des espaces communs ouverts avec une scène culturelle assez vivante. Et puis je pourrais parler aussi d'un autre endroit qui s'appelle Bureau Police, qui est aussi à Marseille, qui est un bâtiment de 10 000 m², une grande tour de bureaux qui va être démolie, et dans laquelle aujourd'hui il y a 250 ateliers d'artistes, mais aussi des scènes d'exposition, des vernissages, une curation entre artistes et dans et à l'extérieur du bâtiment, des interventions, des événements. Donc voilà, c'est pour montrer les très différentes configurations que peuvent prendre un tiers-lieu. Moi j'avais envie un petit peu de jouer sur ce mot de tiers. En fait, on est par définition, le tiers c'est l'autre. Donc un tiers-lieu c'est un endroit qui se définit pas très bien. Qui n'est pas vraiment institutionnel, qui n'est pas vraiment d'ordre privé et qui fonctionne comme tel, et donc qui nécessairement, voilà, comme je dis, il a un impact. Bon, on ne sait pas très bien ce que c'est et ça interroge. Donc je pense la première réaction face à un tiers-lieu, ça peut être une forme soit d'incompréhension, soit de surprise, ça peut être de l'émerveillement et tant mieux, mais en tout cas je pense que c'est une découverte progressive.
Et notre objectif, en tout cas, je trouve, oui, c'est vrai qu'on a tous envie d'avoir un impact. Et on n'a pas envie non plus que cet impact il soit décidé ou contrôlé par des institutions ou des politiques publiques. Quelqu'un qui fabrique un tiers-lieu, je pensais d'abord à un entrepreneur ou quelqu'un qui porte une volonté de faire autre chose. Et donc c'est difficile à la fois de rentrer dans les cases ou de souhaiter absolument. Donc on a d'abord une envie de réaliser. Peut-être si je reviens sur 2-3 endroits où on a envie, nous, de produire de l'impact sur le plan culturel, parce qu'après ça peut aller loin, c'est offrir une scène. Tout à l'heure, quand j'entendais qu'à Nouakchott, il n'y avait pas de scène à part l'Institut culturel français, c'est vrai qu'on a envie, dans ces cas-là, je pense, quand on habite à Nouakchott, de se dire quand même, on va offrir un autre endroit d'expression qui soit en dehors de ce cadre qui est peut-être presque colonial d'une certaine manière. Mais ça donne, en tout cas, offrir une autre alternative. Donc là aussi, ces scènes culturelles-là, elles peuvent, en fabriquant un tiers-lieu, on fabrique une alternative à quelque chose qui est soit parfois un peu trop alternatif et sans moyens, ou quelque chose qui est parfois très institutionnel. Et là, il y a un parcours et tout est utile, mais c'est pas mal d'avoir un endroit qui soit aussi équilibré, dans lequel on peut, ni mieux ni moins bien, mais qui offre des endroits peut-être moins bien rémunérés que les institutions, mais mieux que d'autres. Il y a aussi la question pour nous qui est très importante, c'est l'accès au droit culturel, je ne sais pas comment dire, dans lequel on peut vivre et exprimer son identité. Et je pense que c'est assez important, plutôt que de donner une thématique programmatique, c'est peut-être de laisser cette place-là à l'expression d'une identité. Et enfin, un tiers-lieu, c'est d'abord un lieu ouvert, et donc un espace de rencontre, et donc c'est des valeurs qu'on essaie de mettre en place, que sont des horaires élargis, de la gratuité, une forme d'esthétique qui déroge au code habituel et qui donc interroge. Ouais, je pense que je peux bien parler. Merci. J'essaie de garder le timing. Merci pour ça, parce que tu as employé le mot émerveillement. Et je voulais terminer justement par une artiste qui est Dorothée à mes côtés et qui va du coup réagir aussi avec ses mots et avec justement sa vision aussi entre Marseille et son pays d'origine. Je te passe mon micro. Est-ce qu'on peut se lever 2 secondes, s'il vous plaît? Oui. Yeah. Merci pour ça. Voilà. Je vais intervenir, mais je vais le faire debout, vous me permettrez. Donc, je m'appelle Dorothée Mounyaneza, je suis artiste. J'ai une compagnie que j'ai créée ici à Marseille. J'ai grandi au Rwanda et j'ai passé la plus grande majorité de ma vie en Europe. Tout d'abord 14 ans à Londres et maintenant 14 ans en France. Et toutes ces années que je passe loin de ma terre natale me donnent envie d'y retourner, ou en tout cas d'y retourner sur scène, de continuer à porter les récits des miens, à créer des liens, à déborder, à créer par la musique, la chorégraphie, les arts visuels, le mouvement, l'engagement artistique, politique, parce que oui, je suis un corps politique, nous sommes des corps politiques, pour qu'on puisse s'aimer, déborder. Parce qu'il s'agit bien de cela, c'est pas de juste créer des lieux, mais de rester très conscient et connecté à cette terre qui nous appartient, ou en tout cas dont on croit nous appartenir. C'est pour ça que j'ai posé la question de qui a la possession de cette terre. Quand on construit des lieux, qu'on habite, qu'on transforme, qui les possède, qui possède cette terre, et quel lien on crée avec cette terre? Est-ce qu'on est encore en lien avec cette terre, ou est-ce qu'on est déjà trop au-dessus de nous considérer proches de cette terre? Et surtout, si vous êtes à Marseille, je vous inviterai à venir voir mon travail. Parce que je pense que c'est par le travail que je peux mieux vous parler encore, que je peux toucher vos cœurs, que je peux mieux toucher vos corps et vos esprits. Et ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, est assez exceptionnel, mais il ne s'agit pas que de cela. Je pense notamment aux jeunes artistes que j'ai rencontrés au Rwanda. Je suis très heureuse d'avoir notre grande sœur, notre grande Carole Karemera qui est ici présente, parce qu'ils n'attendent pas que les lieux soient créés pour créer des choses, pour dire, pour raconter. Ils n'attendent pas. Et donc, on ne peut pas attendre nous aussi. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais grignoter un tout petit peu, parce qu'en fait, normalement, on devrait s'arrêter dans 3 minutes, mais j'ai très envie d'entendre les réponses aux questions
D'accord, donc on essaye de faire ça très vite. Est-ce que vous vous rappelez des questions? C'est OK. Alors, Brian voulait déjà répondre. Vas-y. Okay, so I think it's more important to make impact than measure C'est important impact. d'essayer de faire un impact que de mesurer notre impact. Ça, mesurer, c'est quelque chose qu'on peut faire. Quand on nous a approché au début de Victoria Yard, un homme est venu nous voir et nous a proposé une appli qui était très maligne, qui a été développée en Afrique du Sud. C'était un système de feu rouge, feu vert. Et la manière dont ça marche, c'est qu'on va voir les enfants qui savent se servir d'un smartphone dans le quartier. Ils vont cogner à la porte des gens et ils demandent comment fonctionnent vos toilettes. OK, pas bien, rouge. Votre toit, pas bien, rouge. La bibliothèque, elle est bonne, vert. Donc c'est un outil très simple pour récolter des données et pour mesurer les impacts. Mais le problème, c'est que notre objectif, c'était de nous insérer dans la communauté. Et à cette époque-là, les gens voulaient 250 000 rand pour leur appli. Nous, on aurait adoré qu'ils nous la donnent, mais on a pris la décision que notre priorité, c'était de travailler plus que de se payer ce genre d'outils. Il y a des universitaires qui savent mesurer les impacts. Nous avons eu quelqu'un qui est venu nous voir d'une université à Londres qui veut mesurer l'impact financier, la durabilité sociale. Et ça, je pense que c'est un facteur très important pour un projet comme le nôtre. Parce que si on regarde Victoria Yard et qu'on peut montrer que c'est un système qui est un modèle qui peut s'autofinancer, ensuite ça veut dire qu'on peut prendre ce modèle et le remettre à l'échelle. Et il y a beaucoup de lieux à travers le monde où on peut prendre un site en friche et lui rendre la vie. Ces sites de friche, normalement, ça se trouve dans des parties délabrées de nos villes. En général, c'est entouré des lieux qui sont entourés de quartiers pauvres. Et si on arrive à développer le modèle suffisamment bien pour le mettre en œuvre et le répliquer, je pense qu'on pourrait faire des progrès très rapides parce que ça commence à devenir rentable. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Il y avait une question, quelque chose sur la dignité que je voulais dire, mais je crois que je me rappelle. La première question, et après il y a la question sur la communauté. Donc, en fait, la question, je rappelle, c'était OK sur l'impact positif, mais vous en êtes où avec l'impact effectivement peut-être moins positif, ou comment vous gérez ça, si j'ai bien repris, c'est ça? Enfin, en fait, qu'est-ce qu'on bouge quand on dit qu'on fait de l'impact? Voilà, c'est plutôt ça. Bien, donc moi ce que j'essaierai en fait c'est de faire quelques mises au point terminologiques parce qu'on a parlé de lieux tiers et non pas de tiers-lieux dans le sens que vous donnez tout à l'heure parce que c'est là qu'on peut parler de l'autre. Par contre, lorsque je me réfère à un tiers-lieu, nécessairement, l'idée qui vient à la première, c'est celle du tiers-État, qui est venu comme une force perturbatrice, comme quelque chose qui est dans l'accès justement au droit culturel que vous mentionniez, comme un débordement par rapport à la noblesse et la bourgeoisie, et qui donc a institué un nouveau pôle. Et ça, c'est un point qui me semble important. D'autre part, ça évoque en moi le tiers-monde, qui était le monde non aligné, qui n'était ni pro-occidental, ni pro-soviétique à l'époque. Et donc, je crois que la terminologie n'est pas neutre de toutes les manières, et on peut rester longtemps sur ces questions de terminologie. Parce que j'ai devant moi l'impact territorial. Évidemment, j'utilise le terme zone d'impact, c'est un terme consacré en sociologie, c'est consacré dans le travail de développement, mais en même temps, je pourrais dire, j'ai pris quelques mots, rayonnement territorial, efficacité territoriale, concrétisation, cohérence territoriale. En fait, on peut jouer sur les mots, mais je comprends tout à fait votre questionnement parce que ce que vous voulez dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un courant chaud plutôt qu'une onde de choc. Et c'est peut-être dans cette mesure-là que je comprends votre remarque à propos de l'impact. La mise en récit, j'adhère complètement, bien entendu, le tâtonnement également, le balbutiement aussi. Nous sommes tous en train de chercher, et comme la République de Platon, ça s'enfuit dès qu'on pense avoir saisi quoi que ce soit. Donc nous évoluons, et ce sont les types même de métiers où le process est aussi, sinon plus important que le résultat. D'autre part, ce que je voudrais ajouter, 2 petits points. Qui possède la terre? Dorothée nous pose la question. Effectivement, on peut répondre de diverses manières. On peut également constater que du quartier où je viens, nous sommes en plein processus de gentrification. C'est-à-dire que la terre a été en quelque sorte annexée
par l'urbain, par l'immobilier, avec la population dedans. Et donc, du coup, vous avez une parcelle agricole ici et un immeuble en train de se construire là et une usine à côté. C'est absolument dingue de voir ce qui se passe dans certains quartiers. Mais cette gentrification, c'est aussi par le haut parce qu'il y a de nouvelles populations qui arrivent, y compris des artistes, qui changent un peu la donne dans ces quartiers, qui sont au départ agricoles et également sujets à l'habitat spontané. 2 derniers points pour terminer. C'est un point qui quand même est important. Vous disiez tout à l'heure, on ne se retrouve qu'en Europe, et en France précisément, ici. Mais en même temps, moi, je voudrais quand même souligner une chose dont la France peut être très fière. C'est tout ce travail d'ingénierie culturelle qui est mis en œuvre dans les pays mêmes. En Tunisie, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, je pourrais citer aussi bien l'action en profondeur de l'Institut français, qui travaille beaucoup, mais énormément avec les Tunisiens. Il ne s'agit plus d'exporter et de montrer seulement, il s'agit aussi de mettre en valeur ce qui se fait, d'accroître le rayonnement, de renforcer la visibilité, de créer des synergies, d'accompagner des trajectoires. Donc c'est un travail très important. L'Institut français, l'AFD également en Tunisie, qui nous permet d'ailleurs d'être ici aujourd'hui ensemble, entre autres partenaires. Et puis cette idée qui a été très prégnante ces dernières années en Tunisie, qui a été lancée au niveau des institutions françaises, c'est celle de la coopération décentralisée. Et on travaille aujourd'hui directement la zone PACA avec une région tunisienne, telle zone en France avec telle autre zone en Tunisie. Et je crois que tout ça, c'est très important. Et il est fondamental quand même de bien réfléchir sur ces manières de s'entraider, de coopérer. Et c'est sur ce terme-là que je voudrais terminer en disant que cette coopération décentralisée, elle me fait penser justement à une tiers coopération. Merci d'avoir repris ce mot-là, qui est très important pour nous. Coopérer et parler des autres aussi. On finit avec toi. Merci. Donc moi, il a pratiquement tout résumé. Hein, et effectivement, oui, effectivement, c'est l'impact. Alors comment la mesure, je disais, c'était très compliqué pour des lieux comme les nôtres. On est effectivement en balbutiement, on teste, on éprouve. Lorsqu'on pense avoir trouvé, ça change. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, donc c'est vraiment difficile de dire, OK, on a tel impact. Mais de temps en temps, on va avec des petites victoires concrètes qu'on peut dire, OK, ça, aujourd'hui, on avait quelqu'un qui ne savait pas taper sur un clavier. Après 2 heures de formation, il sait le faire et le lendemain, il veut que ça continue. Voilà. C'est les petites victoires en fait qui nous encouragent justement dans ces différents espaces-là et qui nous permet justement de continuer à coopérer, à être en réseau, chercher mieux, trouver mieux, exactement. Merci. Antoine, est-ce que ça va comme réponse? On ne va pas pouvoir débattre longtemps. Peut-être juste, Brian, à qui appartient la terre? Pour reprendre la question de Dorothée, à qui appartient la terre de Victoria Yard? Victoria Yard's lands belongs to 3 lots of partners. If you want to put a monetary, into monetary. 3 différents partenaires. Mais je pense que la terre n'appartient à personne, mais de fait, en termes financiers, en tout cas, elle appartient à ce partenariat. Je voulais ajouter très brièvement quelque chose. Je suis très content que vous posiez cette question. La zone où était Victoria Yard, 300 000 mètres carrés. À la fin du siècle, Johannesburg a eu cette espèce de ruée vers l'or. Il y a eu vraiment toute une ruée vers l'Afrique du Sud de prospecteurs. Et personne n'habitait dans ce coin-là parce que c'était des marécages. Quand les Anglais se sont échappés, dans les marécages autour de Victoria Yard, il y avait une fontaine juste au bout de la route, une fontaine d'eau potable qui se déversait dans une très belle rivière qui a été empoisonnée par tous les effluents de la ville. Et donc nous avons un très beau projet qui s'appelle Water for the Future, de l'eau pour l'avenir, qui demande pas mal d'argent pour l'entretien, pour nettoyer cette rivière. Et cette rivière, elle démarre dans notre zone et elle finit au Mozambique, à Chai-Chai. Donc le plan, c'est de commencer à nettoyer la rivière à sa source et d'utiliser
des projets éducatifs, agricoles, et toutes sortes et apporter toutes ces ressources depuis la source de la rivière jusqu'à l'embouchure. Je suis désolée, il faut qu'on s'arrête. L'étoile de mer, vous avez entendu parler de l'étoile de mer? C'est deux types qui marchent sur la plage et ils voient des milliers d'étoiles de mer qui sont échouées sur la plage. Et un des types, il prend une étoile de mer et il la rejette à la mer. Et son ami lui dit, bah, qu'est-ce que ça peut faire? Quelle différence ça va faire? Et il répond, pour cette étoile de mer, ça va faire une énorme différence. Merci d'avoir revenu là-dessus. J'avais demandé plein d'anecdotes et on les a toutes eues. Merci, merci. On est un tout petit peu en retard. On se retrouve à 17h30.